Lorsqu'on vous dit ce pays regorge de minerais stratégiques pour l'industrie mondiale, l'industrie d'avenir, que vous le vouliez ou non, ceux qui en ont besoin viendront les chercher, d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous prenez Kabila, vous le mettez ensemble avec Fayoulou. Ils sont là. Il suffit seulement d'ausculter, il suffit de scanner le microcosme politique. Vous allez constater qu'il y a des gens qui travaillent qui roulent pour les ennemis. Qui roulent pour les ennemis. Mais ces gens sont là. Et l'unique chanson, il doit partir. Mais nous ne sommes plus dans le contexte. Kabila était hors mandat. Non, le président doit se ressaisir parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Le chef est trop bon. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une dose de dictature. Et, une dose de dictature. Sans cela, écoutez, on va aller comme ça. Alors Christopher Nkoy, qu'est-ce qui manque à la RDC pour déclencher ces années glorieuses? D'abord, notre système politique est vicieux. Des gens à qui on donne les moyens d'État, qui circulent le monde entier, qui ont ça, qui manipulent l'argent, mais qui travaillent contre le pays. Dans ce pays? Oui. Qui circulent avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Et qui font le mal à la nation. À la nation. Tout nombre commun en produit avec zéro. Ils vont composer avec celui qui fait la guerre. Qui d'une main, il a la couleur politique, de l'autre main, c'est une arme. De l'opposition là. Citez-moi un stratège. Alors je vous invite, vous tous, ceux qui regardent la chaîne Solo la Vérité de partout dans le monde, de suivre l'émission Solo la Congo, de partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, dans le monde entier, avec Mig Niema. Ça va passer en grande diffusion où vous allez suivre, et surtout n'oubliez pas de commenter et de poser plusieurs questions, et surtout aussi de demander les invités. On parle de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec cette situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, on s'est dit, on ne sait pas là où aller. Tantôt, on parle de Luanda, tantôt, on parle des États-Unis d'Amérique, tantôt, on parle de Nairobi, tantôt, on parle de Qatar. Alors, où allons-nous vraiment marquer la pause à cette situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Parce que, selon certaines personnes, diront que la République démocratique du Congo est perdue. On ne sait pas là où aller. On va aussi un peu aller fouiller là où les autres disent, Félix Tshisekedi, avec un pouvoir. Les autres parlent de club d'amis, avec certaines de révélations de Nicolas Kazadi. Avant, on doit manger et les projets viendraient après. Sur ce plateau, bonsoir à tous. On reçoit Christopher Nkoy, il est coordonnateur national de la société civile et défenseur de droits humains en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, cher Félix. Je pense vous êtes bien. Je suis bien portant. La première question, les Congolais veulent savoir où en sommes-nous avec toutes ces négociations. Tantôt on nous voit aux États-Unis, tantôt c'est Luanda, tantôt on nous voit un peu de gauche à droite. Est-ce que sommes-nous précis dans ce que nous faisons? Oui, bon, écoutez, la République démocratique du Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui regorge des ressources stratégiques dont le monde entier a besoin. Que ce soit les États-Unis, que ce soit le Qatar ou d'autres frères africains qui s'agglutinent au chevet de la RDC pour pouvoir trouver une solution, mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré, plus de 30 ans. Je pense que ce n'est pas dicté par autre chose que les intérêts. Chacun s'est dit, en m'impliquant là-dedans, on a vu la France qui semble un peu se retrouver sur orbite, en dehors de l'orbite, se décarcasser pour chercher à pénétrer. C'est pour dire que chacun veut y entrer pour défendre ses intérêts. Également au plan interne, tous les acteurs ou toutes les organisations qui apportent ou qui émettent des projets
de dialogue, des projets de conciliation, et voire même des projets de guerre, ou des projets qui fomentent de coups d'État. Dieu merci, ça n'a pas encore réussi jusqu'à présent. Moi, je pense que également, au plan intérieur, chaque groupe, chaque organisation joue sa carte. Et le dindon de la farce, c'est trouve être la population congolaise, le souverain primaire, qui s'est exprimé il y a plus d'une année à travers un scrutin universel en choisissant un président de la République qui se bat ses poumons pour pouvoir respecter, accomplir sa mission que le peuple lui a confiée. Mais voilà qu'il se retrouve dans un environnement où le pays est agressé par des voisins et qui instrumentalisent des Congolais. Et cherchant à y mettre fin, il y a des gens qui accourent de l'extérieur pour dire bon, allons éteindre le feu qu'il y a au Congo. Et ils viennent chacun à son projet en poche. Et voilà là où nous en sommes. Moi je pense qu'il suffit, il est question maintenant que l'on soit lucide. Que l'on soit lucide, que le président de la République... Ce n'est pas qu'on est faible comme les autres pensaient. Là où le vent nous amène, c'est là où nous partons. Non, on n'est pas faible comme tel. Il y a des opportunités à saisir, quitte à savoir que il y a des propositions qui nous viennent, mais quitte à savoir comment les appréhender. Qu'est-ce qu'il faut tirer dedans de positif, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et en politique, tout comme en diplomatie, il y a plusieurs mécanismes pour tirer son épingle du jeu, tout en désactivant ce qui ne nous intéresse pas. C'est à ce niveau-là que l'ingéniosité doit jouer. Et également, il faut y mettre des gens, un but de valeur, un but de vision. Pas des simples technocrates qui accomplissent des missions jusque pour les accomplir. Mais lorsque Christopher Nkoy, on parle de cet accord avec le Rwanda, où on allie tous, hein, on parle de co-gérer nos ressources, nos minéraux avec le Rwanda. Beaucoup de Congolais se posent des questions. Nous allons co-gérer quoi avec le Rwanda? Bon, il y a beaucoup d'eau qui coule hein, sous le pont. Oui. Moi, je pense que il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Comment ça? La CPGL existe depuis des décennies. Ok? Et puis, lorsqu'on voit le Rwanda, lorsqu'on parle du Rwanda, essayer de détacher la personne Kagame du Rwanda. Nous avons toujours existé en partenariat avec le Rwanda. La CPGL remonte à la période avant Kagame. Et cette coopération va subsister même après Kagame. Et Kagame aujourd'hui, il faut le conjuguer au temps passé. Parce qu'il n'est plus dans l'équation. Il n'est plus vraiment dans l'équation. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis parlent ou travaillent sur le Rwanda, rassurez-vous, ils ne peuvent pas le dire tout haut. Ils ont eu à utiliser Kagame pendant une période. Mais aujourd'hui, eux-mêmes agréent que Kagame appartient au passé. Ce n'est pas avec lui qu'on peut faire l'avenir. Même dans les accords... Mais pour l'instant, il est président. Il est président du Rwanda. Les accords oui. Avec le Rwanda et tout, ces accords s'inscrivent dans le futur. Ce n'est plus dans le présent. Ce n'est pas dans le présent. Non, c'est plus. Mais on a voulu signer, même si on a à remettre par 2 mois. Oui. De la table. Moi, je pense que son temps est compté. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, Kagame fut utilisé par les États-Unis. C'était leur partenaire privilégié au niveau de l'Afrique centrale ici. Il a accompli de sales besognes. Bon, mais le temps est révolu. Aujourd'hui, il pense qu'il devient encombrant. Comment ça? Il devient encombrant parce qu'il a commis des crimes ostentatoires. Mais lui qui encourage le Rwandais d'être fort. Bon,
vous savez, ce qu'il faut retenir, hein, Oui. d'essentiel, c'est que lorsque le débat est fait, avec le concours de certaines circonstances, par exemple l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, il trouve que l'administration américaine était engagée dans une voie. Et il arrive, il change de cap. Il dit maintenant nous allons aller dans telle autre direction. Et lorsque le cap a changé, rassurez-vous, ça prend du temps. C'est comme un paquebot. C'est comme un gros navire là. Lorsque sur les appareils de navigation on change le cap, c'est pas à la minute qu'il prend directement le cap, il se met. Non. Il ne se met pas tout de suite sur le cap. Il doit effectuer certaines manœuvres pour arriver à s'aligner sur le cap. Et en ce qui concerne le changement de cap de l'administration américaine, maintenant là, il va se passer une période où ce nouveau cap-là doit imprégner tous les rouages du système. Doit imprégner tous les rouages du système, c'est alors que vous verrez qu'on est vraiment. Mais entre-temps, il y a des tares, hein, l'ancien cap, qui demeurent ou qui font encore surface, ainsi de suite. Mais moi je pense que le plus important, c'est le fait que le cap est changé. Et une fois que le cap est changé, une fois que les nouvelles dispositions, les nouvelles données vont imprégner la nouvelle administration, on ne peut plus arrêter ça. Même le président lui-même, Trump, ne pourra plus arrêter, même l'administration ne pourra plus arrêter. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. Donc c'est une grande machine. Et une fois que les choses qui sont en train de se mettre en place en ce moment vont se faire, et puis une fois terminé, le cap est lancé, plus personne, ça devient un rouleau compresseur. Vous vous mettez au travers et on vous écrase. Donc moi je pense que il y a une grande victoire engagée par le président Tshisekedi, dont on ne fait pas attention maintenant. Celle que les opposants disent qu'il a vendu le pays, hein, par les Américains. Bon. Il est en train de vendre le pays. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ce que les opposants pensent. Mais ils sont aussi des citoyens. Ils ont de bons à dire aussi. Hein. Ils ont aussi leur point de vue. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Des opposants. Oui, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Et ils agissent de manière épidermique. Ils s'accrochent aux épiphénomènes. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut penser gérer une nation comme le Congo. Ils ne peuvent pas être aussi écoutés ou bien donner leur point de vue quand ils vous disent qu'aujourd'hui on vous voit, Tshisekedi veut changer nos minéraux avec les Américains pour une armée qui il a pris le temps pour ne pas l'organiser, cette armée. Et ça c'est voir plus court que son nez. Bon, je pense que lorsqu'on vous dit ce pays regorge de minéraux stratégiques pour l'industrie mondiale, l'industrie d'avenir, que vous le vouliez ou non, ceux qui en ont besoin viendront les chercher, d'une manière ou d'une autre. Quitte à nous maintenant d'étudier par quelle est la meilleure façon de nous inscrire dans cette dynamique-là, tout en tirant notre épingle du jeu. Lorsqu'on a utilisé l'uranium du Congo pour fabriquer la bombe les deux bombes qui ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, on avait demandé l'avis d'un politicien congolais. Avait-on demandé l'avis du peuple congolais? On était colonisés et ça s'est passé entre la Belgique, les États-Unis et tout ça, mais l'uranium est sorti de Chinkolo. Depuis tout ce temps, depuis même après notre indépendance, on a exploité le Congo. On a exploité le Congo. On a exploité le Congo. Par qui? Par les multinationales, par les grandes puissances. Ils l'ont toujours exploité. Et même ce qui se passe à l'Est là-bas, c'est une exploitation. Hein? Voilés par la guerre et tout ça, on fait semblant de nous agresser, mais on exploite. Alors, c'est pour vous dire que si nous sortons de cette façon ou de ce malheur-là, de ce scénario, de se faire exploiter,
trivialement ou indirectement, tout en subissant des pertes incommensurables en vies humaines, et tout en ne se développant pas, pour entrer dans une nouvelle ère où on vous dit voilà, vous êtes dans l'équation, on vous met sur la table, on vous dit voilà, les cartes sont là, comment on va les disposer. Vous avez aussi un mot à dire pour dire non, on dispose ici, on dispose ici, on dispose ici. Et puis vous avez aussi vos propres cartes sur cette table. Parce qu'avant, lorsque les gens se mettaient sur cette table-là, nous on n'avait aucune carte. Maintenant on a aucune carte. Maintenant on a des cartes. On a une carte. On entend les propriétaires des grandes multinationales qui viennent ici en disant nous voulons maintenant venir exploiter telle ressource au Congo, nous voulons être en partenariat, ainsi de suite. Quitte à savoir maintenant, nous, à notre niveau, parce que les opposants peuvent dire, voilà, on veut brader les minéraux et tout ça. Ce n'est pas parce qu'on trouve vraiment aujourd'hui faible, hein, qui vient nous proposer dans notre faiblesse. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes plus forts que jamais. Nous n'avons jamais été si forts qu'aujourd'hui. Parce qu'on parle du Congo partout. Dans toutes les chancelleries, dans le monde entier, dans toutes les rencontres, à tous les endroits, on parle du Congo. On a toujours parlé, hein. Tout le monde, non. On a toujours parlé du Congo comme on parle aujourd'hui. Ça, il faut être reconnaissant. Alors, avant, c'est quand Kagame criait, tout le monde se mettait au pas. Avant, c'est lui, c'est Kagame, c'est Mugabe et tout ça qui a engagé le Congo. Maintenant, c'est le Congo qui s'engage. C'est le Congo qui s'engage maintenant. Maintenant, c'est le Congo qui s'engage. Kabila, le temps qu'il a passé au pouvoir, il passait inaperçu. Même lorsqu'il allait dans des conférences, tout ça, nous, on nous le disait. Mais votre président arrive là-bas, mais il est figurant, il ne dit rien. Même lorsqu'on parle du Congo, bon, il est là, il observe, mais c'est d'autres présidents qui parlent du Congo. Donc vous êtes absent. Mais on a passé 18 ans de passage à vie. Hein? Donc de vide, quoi. Hein? Passage à vide. Et aujourd'hui, il y a un président. Quand on veut parler du Congo, on dit, monsieur le président, nous voulons parler du Congo. Et il arrive, il parle au nom du Congo. Et on l'écoute. On l'écoute. Le Congo n'est pas une superpuissance comme on peut prétendre. Mais écoutez, aujourd'hui, nous sommes plus forts que ce que nous étions avant. Parce que pendant les 18 ans, nous étions absents. Notre armée était conditionnée de manière à donner ou à servir de marche-pied à des petites armées du Rwanda, de l'Ouganda et ainsi de suite. À servir de marche-pied. Notre armée n'avait pas de rhétorique assez valable à faire valoir. Donc, moi je pense que pour les opposants, dire qu'on va hypothéquer nos minéraux, moi je pense que c'est un raccourci. C'est un raccourci qui dénote, je peux dire, d'une mauvaise foi. Parce qu'on pense que pour le Congo sorte, pour le Congo se mettre debout, il faut qu'eux soient aux commandes. Si c'est quelqu'un d'autre, alors mais eux ont eu le temps de se servir, ils ont eu le temps pour pouvoir le faire. Ils avaient les leviers en main. Kabila, oui. Les Katumbi, les Kabila, tout ça, vous oubliez qu'ils sont issus de la même moule. Comment ça? Hein? Ils sont issus de la même base, quoi. Oui. Katumbi, moi, quand je suis entré en action politique, bon, je connaissais Katebe Katoto, qui était président de Mazembe, un homme du football. Je savais que leur papa, oui, il était dans les affaires, il avait des biens au Katanga là-bas et tout, mais il n'était pas dans la politique. Tout le monde sait comment M. Katumbi est arrivé en politique. Bon, je salue son courage. Mais dire que c'est un érudit en politique, ou bien il a des leçons à nous donner, ou il a une grande vision pour le Congo, non, là je peux dire non. Là je peux dire non. Là vous pouvez dire non. Et aujourd'hui, on voit qu'on est tellement très concentré. Et puis moi je ne comprends plus oui. La manière dont l'opposition est articulée. Sans idéologie,
Et mais ils ont fait leur déclaration. Ils ont fait leur déclaration. C'était 2 semaines passées. Ils ont eu à faire leur déclaration. J'ai suivi cette déclaration-là. Qui était correcte, hein, cette déclaration. Excusez-moi, c'est correct selon vous. Hein. Mais moi, à l'écouter de près, à l'analyser, je sens que c'est un groupe de personnes qui voient qu'il y a un train en marche et ils veulent s'agripper au train par tous les moyens. Comment ça? Et avec la prétention même de pouvoir l'arrêter. Comment ça? C'est ce que je sens. Quand elles vous disent que le pays est mal géré, le KBG financier, il y a des détournements de gauche à droite, ils vous disent que Tshisekedi gère mal le pays, ils n'ont pas raison, l'opposition. Aujourd'hui, nous parlons des indicateurs, oui, ou des informations qui sont débitées sur certains faits, oui, réels ou pas. On est en train de les vérifier. Mais il fut un temps où vous osez parler de ça, on vous arrête. De quoi? Vous voulez parler des détournements, on vous arrête. Mais autant de Tshisekedi, c'est devenu un peu de trop, hein? Écoutez, Christophe Rancoy. était systématisé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Matata Pogno. Quand il a pris tout ça, tout cet argent-là, il est allé construire des universités, et ainsi de suite. Mais on n'en a même pas parlé. On n'a même pas senti l'odeur. Pourquoi? Parce que c'était dans le système. C'était dans les principes même de la gouvernance de ce système-là. Il y a des gens qui avaient des cartes où ils tiraient l'argent directement du trésor public et s'entraient dans leur poche. C'était systémisé. Et beaucoup de détournements. Aujourd'hui, Kabila est multimilliardaire. On n'a jamais su comment il a pu le faire, par quelle magie. Tout simplement parce que le système était prédateur. Lui-même était prédateur. Est-ce que le système a changé? Alors, aujourd'hui, oui, le système n'a pas complètement changé. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi n'a pas encore mis en place un système. Ça, on doit le dire clairement. On ne remplace pas un système par un non-système. Il a voulu le faire, il a voulu faire quoi? Composer avec l'ancien système à travers la coalition FCC-Cash, mais qui a indiqué des disparités énormes et qui ont même failli faire risquer le pays. Alors, le peuple s'est dressé, lui aussi a compris, et il y a mis fin. Mais il s'est retrouvé toujours avec les éléments issus de l'ancien système qui l'encadre, qui compose avec lui et qui chemine avec lui. Donc, jusqu'à présent... Alors, qui est faux? Comment? Qui est faux, même. Il a trouvé, vous parlez qu'il chemine avec l'ancien système, qui est faux, parce que, tu sais qu'il dit, on parlerait de certaines personnes qui ont été à l'UDPS, qui ont été avec lui, mais aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Oui, c'est ça. Ces personnes se seraient retrouvées si, d'entrée de jeu, le président avait mis en place un système. Mais aujourd'hui, je suis un scientifique. Je dois vous dire qu'on ne peut pas remplacer un système par un non-système. Sinon, on subira des effets du système qu'on a mis de côté. Et ces effets-là, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont été formatées, qui sont les porteurs même des principes de l'ancien système, qui transpirent les éléments de l'ancien système, même s'ils entrent dans la gouvernance actuelle, et bon, ils ne sont pas complètement affranchis. Ça c'est clair. Et on va toujours se retrouver devant certaines réalités où, à un certain moment, nous qui avions la perspicacité de voir très loin, on sent même dans ce qui s'est fait actuellement dans l'actuelle gouvernance, oui, vous sentez que, ça le président doit le savoir, il y a des réseaux à l'intérieur là-bas. Des réseaux mafieux. Je ne peux des pas détournements mafieux, non, ou bien des réseaux de gens qui ont installé un système. Des réseaux de composition, oui, où les gens se font des passe-passe entre eux. Ah bon? En termes de positionnement. Dans ce gouvernement? Oui, dans ce gouvernement, dans la gouvernance actuelle. Oui. C'est ce qui fait que quand vous n'êtes pas... bon, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en électrons libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont...
issus, où ils sont les déterminants du système qui avait la prétention de remplacer l'ancien système. Mais la mutation ne s'est pas faite en termes de système, c'est-à-dire passer d'un système à un autre. Et ils se sont retrouvés en flottement. En flottement. Et il n'y a pas un cadre qui les réunit pour consolider, pour articuler les éléments qui peuvent asseoir un nouveau système. C'est-à-dire, allons-nous donner raison à l'opposition? Comment? Allons-nous donner raison à l'opposition dans sa déclaration? Non. Lorsque nous parlons de système, ne parlons pas d'opposition. Non, mais qui dit que le détournement et autre chose, ça continue toujours. Ça, c'est un débat scientifique. Hein. Oui. L'opposition, c'est un fourre-tout. Parce que quel est son fond, quel est son socle? Lorsque vous prenez Kabila, vous le mettez ensemble avec Fayoulou, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui sort dedans là? On connaît le fondement du système Kabila, on connaît les prétentions et les idées que Fayoulou a portées à un certain moment, quand nous étions dans l'opposition. Et si nous mettons tout ça sur la balance, vous allez voir que beaucoup d'idées que nous avons portées ensemble avec les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi et tout ça, sont, bien qu'avec d'énormes difficultés, en train d'être implémentées par l'actuel président. Et j'ai dit bien, si on met sur une balance, vous verrez que c'est plutôt avec l'actuel président qui est en train que ces idées sont en train d'être implémentées. Et si aujourd'hui, vous remettez en selle l'ancien système, c'est-à-dire il n'y a plus aucune chance pour le pays de pouvoir se mettre debout, c'est fini. Parce que ça sera zéro multiplié, je ne sais pas par combien. Donc, Kabila, c'est zéro. Je le caractérise ainsi. Tout nombre qu'on met en produit avec zéro, il devient zéro. Il devient zéro. Donc, mais qu'est-ce qui bloquerait? Avec tout ça, s'ils veulent nous amener, actuellement, voilà ce qui représente l'opposition. Zéro. Même si on lui donne le pouvoir, on parle de pouvoir, Kabila, Katumbi, Fayoulou et tout ça, voilà le pouvoir. Ils vont nous amener à un grand zéro. Et vous savez très bien que même lorsqu'ils se sont retrouvés en Afrique du Sud, avant les élections, l'édition passée, ils devaient composer pour sortir un candidat unique. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Tout simplement, ils se sont opposés sur quoi? Sur des humeurs. Chacun pense que non, moi je pense que je mérite mieux. Hein? L'autre dit non, moi je pense que j'ai plus d'argent. Hein? L'autre dit non, moi j'ai une grande base. Ainsi de suite. Mais ce n'est pas cela. Mais c'est cela qui interdit aujourd'hui de les écouter. Nous avons dans le système de leadership, si aujourd'hui Donald Trump est président, ce n'est pas qu'il est le plus intelligent de tous les républicains. Il y a des gens plus intelligents que lui et tout ça. C'est parce que les contingences divers mis en matching ont indiqué que c'est cet homme-là qui peut l'emporter. Et tout le monde s'est conditionné à pouvoir le soutenir. Ah ouais. Et une fois qu'il a gagné, tous se retrouvent, ils vont travailler avec lui, ils vont faire passer les idées qu'ils ont partagées bien avant. Mais lorsque déjà un groupe d'opposition n'arrive pas à se mettre d'accord sur la structuration d'un leadership, mais comment vont-ils arriver à se mettre d'accord pour la gouvernance de tout un pays? Mais lorsqu'elles se réunissent dans l'air des communications, elles soulignent ceci, que malgré tout ce que le pouvoir actuel pourrait faire, Rwanda, avec le Rwanda, les États-Unis, Qatar, le Rwanda, ainsi de suite, mais le seul moyen reste que c'est un problème d'abord entre nous, problème interne congolais, ça doit d'abord se résoudre entre nous Congolais. Ils ont cité que on ne peut pas échapper à cette direction ou appel de la Sanko et le CC. Il faut se retrouver autour d'une table avec comme médiateur Sanko et le CC. Bon, écoutez, moi je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
lorsqu'ils reconnaissent que le problème c'est d'abord entre nous. Mais qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Quels sont les quatre qu'on va mettre sur la table? Kabila qui a géré pendant autant d'années, qui a volé, qui a mis le pays par terre. Ok? Nous qui pensons que le pays doit se dresser, on doit se départir de cette gouvernance kabiliste-là. On doit l'oublier totalement. Mais eux nous ramènent ça sur la table. On veut terminer la guerre. Ils vont composer avec celui qui fait la guerre. Qui d'une main, il a la couleur politique, de l'autre main c'est une arme. Et ils vont l'amener sur la table, mais c'est quelqu'un qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera jamais. Et puis la quantité de sang qu'il a dans son ventre. Dans son ventre, il suffit qu'il ouvre la bouche et puis il va empester toute la scène. Et il nous est très difficile de nous mettre sur la même table avec un homme comme ça. C'est-à-dire, si Kabila aujourd'hui quitte, vous pouvez se retrouver autour du table avec les autres. S'il quitte, encore que, il faudrait que l'opposition se définisse quand même. Mais elle va se définir comment? On ne va pas se définir. À votre époque, lorsque vous avez à être nous, à notre époque, nous avions Etienne Tshisekedi. Vous étiez défini même par lorsque nous étions réunis autour du RASOP. Mais, rappelez-vous, Kabila a organisé le dialogue de la cité de l'OIA. Ok? Ils avaient un cahier de charges. Et nous, au RASOP, nous avons tenu un conclave. Nous avons mis en place un cahier de charges. Et qui vous dit que l'opposition actuelle n'a pas ça? Aujourd'hui, le seul cahier de charges que l'opposition a, c'est « toi que je me mette ». Il faut que le problème, c'est Tshisekedi. Mais qui vous dit ils n'ont pas? Qui vous dit elles n'ont pas un cahier de charges? Qui vous dit elles n'ont pas un cahier de charges? Comment? Qui vous dit qu'elles n'ont pas un cahier de charges? Parce qu'elles se sont réunies pour faire cette déclaration. Ils le mettent sur table jusqu'à présent. Le seul cahier de charges, c'est de nous dire que non, Tshisekedi, il puisse quitter. Mais ils confondent des choses. Mais elles veulent que la paix puisse revenir au Congo. Je vous suis. Lorsque nous avons combattu Kabila, parce que j'étais un des stratèges de l'opposition à l'époque, Kabila n'avait plus de socle. Parce que nous l'avons harcelé, il n'a pas bien géré, oui, et il est sorti même de la période de légitimité. Et il a même planifié d'y sortir. C'était une erreur grave de planifier le glissement. C'était une erreur grave. Et c'est alors que nous disions que Kabila doit démissionner parce qu'il n'avait plus mandat. Il est sorti de son mandat que le peuple lui avait confié, il n'avait plus de mandat. Mais nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Aujourd'hui, Tshisekedi il y a eu élection, Katumbi était candidat président, Fayulu était candidat président, Kabila avait refusé de se présenter. Il a même demandé à ses membres de ne pas se présenter et il était sous un autre schéma, c'est celui de la guerre. Mais ils vous disent qu'on a vendu le pays. C'est celui de la guerre. On a vendu le pays. Entre celui qui nous agresse. Ne gère pas bien, détournement de gauche à droite. Admettons. Alors. Nous allons revenir au détournement. Effectivement. Admettons aujourd'hui qu'on revienne qu'on remette le pouvoir à un groupe dans lequel se recrute un certain Kabila Kabange. Ok? Qui est un pion du Rwanda, dont on connaît tout ce qu'il a fait et qui a fait que le Rwanda soit puissant aujourd'hui. C'est le fait que Kabila ait occupé le sommet de l'État, ici chez nous. Et Kagame s'en est servi à outrance, en infiltrant notre armée, en désarticulant la politique et tout ça. Vous ne pouvez pas être nommé ministre sans l'aval du Kagame. Eux-mêmes l'ont dit. Qui vous a dit ça? Eux-mêmes l'ont dit. Et c'est connu. Et Kagame lui-même a dit, quand un journaliste français lui posait la question de savoir s'il l'aurait infiltré, il lui a dit non, vous n'êtes pas bien informé. Je n'ai pas seulement infiltré. J'ai placé des gens au niveau le plus haut de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire en président de la République. Président de la République. Ça, c'est que ça sort de la bouche de Kagame, c'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que répéter. Alors, devant cette réalité, aujourd'hui, le pays est à la croisée de chemin. Nous avons d'une part un président de la République élu
qui n'est plus dans le contexte où Kabila avait fait le glissement, ainsi de suite. Ici, élu issu des élections qui se sont bien déroulées au niveau du scrutin présidentiel et tous y ont participé. En toute transparence. Parce qu'on a demandé à tous ceux qui avaient des éléments à faire valoir quant à leurs résultats. Bon, tout était là. On a dit on va dépouiller bureau par bureau, on a dépouillé. Et il a eu plus de 70%. Il a eu plus de... FCC n'est pas parti parce que Kabila, en tant que rebelle, ancien président, ancien rebelle, parce qu'il est arrivé ici comme rebelle, militaire. Mais à un certain moment, il s'est joué de nous en disant non, écoutez, il a quitté, il n'est plus militaire, il devient civil, il devient politicien. Et voilà qu'il a toujours cet homme-là, hein, ce petit homme-là, ce petit bonhomme-là de militaire caché en lui. Et lorsque nous avons tiré la sonnette d'alarme, comment expliquer que lui qui est sénateur à vie, il demande aux Congolais de ne pas s'enrôler, alors que nous sommes dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. La démocratie fait partie de notre identité. Et il dit aux gens de ne même pas s'enrôler, de ne pas se présenter aux élections. Alors, il a quel projet? Il nourrit quel projet? Alors, nous, on a tiré la sonnette d'alarme et on attendait voir. Il est dans quel schéma? Et voilà que le M23, avec Nanga, son pion, qui quitte de la tête la commission électorale nationale indépendante au chef de guerre. Et c'est son pion. Et on se retrouve dans ce schéma-là. Comment voulez-vous qu'après avoir tué autant de personnes à l'Est là-bas, aujourd'hui, même hier, on a tué encore les chefs des rues, les chefs des quartiers à Goma. Chaque jour, on est en train de tuer. La population est complètement laminée. Mais que fait l'État? Des violations graves des droits humains. L'État est devenu faible. Alors, il n'y a pas de l'armée qui intervient là-bas. C'est comme on a laissé faible. Non, mais c'est une situation... c'est ça la gouvernance, la caractéristique, la gouvernance de la rébellion, avec laquelle les amis composent, donc l'opposition compose, avec laquelle Kabila a mis en place. Et c'est avec ces gens-là qu'on nous dit que voilà, il faut négocier avec eux. C'est avec eux qu'on nous dit qu'il faut... ils ont des... Quelles cartes ont-ils? Moi, je suis désappointé. Excusez-moi. Je pense que l'opposition, dans sa configuration de la Cinco et les Sissi, pourquoi vous ne voulez pas les accorder le crédit? Parce qu'on avait eu Kabila en plein mandat organiser aussi de dialogue, de consultation. Kabila avait organisé des consultations qu'il avait appelées concertations. OK. Lors de ces concertations, nous, à l'époque, en tant que Sauvons la RDC, j'ai dit bien, j'étais stratège de cette organisation-là. J'avais demandé aux amis que nous puissions organiser une convention. Et je l'avais préparée. Cette convention, je l'avais préparée, les thèmes et même les sous-thèmes, et même la manière dont les discussions devaient se dérouler, qui devait les animer et à quels résultats on devait concourir et tout ça. Il fallait préparer tout ça en amont. Et je parle ici sous le contrôle de mon ami Martin Fayoulou et de tous les membres qui étaient dans ce vol de ça à l'époque. Et nous avons, c'est ce qui nous a donné cette convention-là, qui nous a donné la lumière, qui nous a donné la réplique par rapport aux concertations que Kabila avait organisées. Nous avions un tableau de bord, nous avons une feuille de route, nous avions un cahier de charges. Et c'est ce qui nous a permis même de faire face pour bloquer net. C'est-à-dire cette opposition aujourd'hui n'a pas un cahier de charges, n'a rien proposé, c'est pour cela que vous ne voulez pas l'écouter. Alors allons-y comme ça. Non, moi je suis initié. Je connais l'opposition, je connais les amis, j'ai travaillé avec eux. Et ils savent que quand nous étions ensemble, je dis bien sous le contrôle de Martin Fayoulou. Je me réveillais et je me rappelle, hier nous avons enterré le professeur Kalele. Je me rappelle lorsque j'ai amené l'information sur le glissement que Kabila est en train de préparer. Pour y parvenir, il fallait d'abord entrer dans la matrice stratégique de la Kabylie pour comprendre
ce qu'ils étaient en train de préparer. Et le jour que je parlais de ça, ils étaient tous étonnés. Et ils m'ont dit, voilà, maintenant là, nous peinons à remplir la salle de Notre-Dame de Fatima. Nous tenons à la remplir. Et nous peinons à la remplir. Mais comment allons-nous bloquer cette cabine en train de monter là? J'ai dit, il faut mettre tout le peuple debout. Ils ont dit, mais on va y parvenir comment? Parce que nous peinons déjà à remplir la grande salle de Fatima. J'ai dit, je reviens dans une semaine avec une stratégie. Je suis parti, après une semaine, je suis venu défendre, présenter la stratégie qui devait s'étaler sur 2 mois. Et professeur Kalele, paix à son âme, professeur de son état, dans cette réunion-là, il a dit, j'enseigne la stratégie à l'université. Mais ce que je suis en train de voir là, ce que je viens de suivre, que Christopher vient de présenter ici et tout ça, c'est d'un autre niveau. Pour moi, ce sont des lettres de noblesse qui me sont allées droit au cœur. Et nous l'avons appliquée, elle a donné des résultats, on a bloqué net. Kabila a même failli perdre le pouvoir. Toujours cette population ici. Alors, aujourd'hui, au sein de l'opposition là, citez-moi un stratège. C'est pour cela que vous appelez l'opposition pété. Il n'y en a pas. Et citez-moi, montrez-moi ce qu'ils sont en train de faire, à part qu'ils émettent tous sur le même diapason. Et l'unique chanson, c'est qu'il doit partir. C'est qu'il doit partir. Mais nous ne sommes plus dans le contexte. Cette chanson-là, nous la répétions. Kabila doit partir. C'est ce qu'ils reviennent avec. Mais nous la répétions dans un autre contexte. Kabila était hors mandat. Lorsqu'on a organisé tout ce qu'on a organisé, là même à la Senko là-bas et tout ça, Kabila était hors mandat. Et aujourd'hui, il y a un président qui a concouru avec eux tous là. Ils étaient tous candidats, il les a battus. Il a la confiance du peuple. Et il les appelle le même peuple à se révolter pour... c'est pourquoi le peuple ne réagit pas. Il a dit, mais j'ai élu quelqu'un qui a encore mon mandat et tout ça, nous allons encore nous mettre debout pour lui jeter des pots de bananes, alors qu'il se bat, tout le monde voit qu'il se bat, et ce n'est pas facile pour nous tirer de là où nous sommes. Et là où l'on veut nous ramener, ce sont les Kabila qui sont derrière, c'est Kagame qui est derrière, et tout ça. Alors, vous pensez que le peuple ici n'est pas lucide? Il est lucide. Alors, nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, Christopher Nkayi, Félix Tshisekedi, peut-il toujours faire confiance à son entourage, ceux qui sont de son parti politique, avec les dernières déclarations qu'on a suivies de Nicolas Kazadi, qui a dit haut et fort, hein, il soutient, c'est que les opposants d'aujourd'hui, l'avant c'est bouffé et après c'est le projet. Moi j'ai toujours dit au président qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'a que des collaborateurs. Lorsqu'on devient président, on n'a plus d'amis. On n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Mais pourquoi les autres prennent le zèle de dire de n'importe quoi? Écoutez, moi d'abord je suis étonné de voir quelqu'un qui vient pour dire que on s'est partagé l'argent. Ou on a tous s'est partagé l'argent du trésor public. Lorsqu'il y a un projet, nous nous partageons d'abord et puis tout ça. Mais les parquets devraient déjà mettre la main sur lui. Mais pourquoi cette honte? Parce qu'il est de l'union sacrée, ou bien c'est parce que c'est l'ami du chef? Parce qu'il l'a toujours dit. Bon, moi je crois que le chef a sa nature. Il doit s'affranchir de cette nature-là. Il doit s'affranchir de cette nature-là s'il veut vraiment servir et aider ce pays à s'en sortir, parce que c'est l'unique qui est en pole position pour pouvoir aider ce pays, sauver ce pays. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord se départir de cette allégeance, hein, des amis, hein, des gens qui estiment qu'ils peuvent tout faire. Écoutez, le président c'est leur ami, mais il est chef de l'État. Il est chef de l'État. Ça c'est un fait. Et voilà la difficulté qu'on a très souvent lorsque on n'a pas réussi à mettre en place un système. C'est la grande difficulté. Pourquoi? Parce que dans le système, les gens viennent, ils sont imbus des valeurs du système.
Ils transpirent des valeurs du système. Ils peuvent avoir chacun son caractère, ils peuvent avoir des affinités, mais lorsqu'ils sont tous au service du système. Et ça nous pose problème. Mais l'unique chance que nous avons, c'est d'avoir un président qui est visionnaire. Un président qui est engagé. Engagé, mais un visionnaire. Engagé. Il ne discipline pas, tu sais qu'il dit. Engagé, bon, il discipline. Mais comment va-t-il faire? On voit un peu cette libertinage. Si des gens à qui il fait confiance, même pas au courant, c'est cette clique-là qui se partage l'argent, et puis chacun à son niveau essaie de tout faire pour que le président ne sache pas ce qui s'est réellement passé. C'est facile de se dédonner. Mais malheureusement, c'est ça. Et nous devons dénoncer. Pourquoi? Parce que nous sommes beaucoup battus pour ce pays. Hein. Mais en dénonçant, on ne fait rien. Nous sommes beaucoup battus pour ce pays. En dénonçant, on ne fait rien. On a vu Alinguetti a dénoncé plusieurs de personnes, voilà. Mais on n'a rien vu. Il y a une autre étape. Oui. Okay? En dénonçant, il faut maintenant donner le temps ou la possibilité à la justice de faire le travail. Mais il y a toutes ces pesanteurs-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ou alors nous. Mais le fait déjà, que ce soit dénoncé au grand jour, ok? Sans impact, sans que la personne n'ait pas jugé. Avant, on ne dénonçait même pas. Mais, ou qui osait dénoncer était celui qui était on ne dénonçait arrêté. Pas, la personne n'était pas arrêtée. Aujourd'hui, même si on dénonce, mais les gens ne sont pas arrêtés. On dénonce, et quand nous parlons ici, c'est une façon de faire pression, n'est-ce pas? C'est pour que qu'on se saisisse et puis qu'on cherche à fouiner pour savoir ce qui est réellement passé. Et s'il y a des responsabilités à établir, qu'on les établisse. C'est ça. C'est ça. Et il n'y a que ça qui peut sauver ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entrer dans un challenge avec des partenaires comme les États-Unis et tout ça, qui sont stricts sur leur façon de travailler. Il faut avoir des hommes concrets. Hein. Il faut avoir des hommes concrets. Et si nous y allons avec cette torpeur-là, vite fait, on sera disqualifié. On sera disqualifié. Moi, je pense que la plus grande chance que nous avons, c'est d'avoir M. Félix Tshisekedi, qui est président, qui est engagé, qui ne dort pas, qui se bat. On le voit comment il s'engage. Mais on le voit peut-être qu'il y a certaines de personnes qui bougent un peu le lit, mais on remarque comme s'il est seul. Il ne va pas aussi évoquer un jour, comme Kabila l'avait dit, il n'avait pas 15 personnes qui pour l'aider à bien faire les choses. Bon, écoutez, ces personnes-là existent au Congo. Existent au Congo. Sauf que quand vous décidez de vous renfermer dans un carcan, vous aurez difficile à approcher ces personnes-là parce que qui va vous les apporter? Qui va les laisser vous approcher? On va les tenir loin, à distance, et vous allez considérer que les seuls qui sont à même d'aider ce pays, qui sont aptes à pouvoir aider ce pays, il n'y a que ces gens que vous voyez là. Non, le président doit se ressaisir. Il doit se ressaisir parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Il doit fouiller dans sa mémoire. Ces personnes existent bel et bien. Le plus important, ce n'est pas d'aligner autant de ministres qui ne font rien, qui font que le pays ne monte pas. La population, le petit peuple ne se retrouve pas. Le plus important, c'est de faire en sorte que tu peux aligner même une dizaine de personnes qui, de par l'action qu'ils vont mener, qui vont transpirer de grandes valeurs. Et le pays bouge. Le pays bouge et le peuple le sent. Le peuple le sent. Mais pourquoi ça tarde? Le gouvernement américain n'a pas 50 ministres. Pourquoi ça tarde de faire de tels genres de casting? Deux fois, on accuserait que lui-même, le chef, a un défaut en ce qui concerne le casting. Il le fait mal. Moi, je pense que le chef est trop bon. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une dose de dictature. Une dose de dictature. Il faut une dose de dictature. Sans cela, écoutez, on va aller comme ça. Hein. Sans cela, on va aller comme ça. Et nous aurons le double malheur. C'est-à-dire, lui va se faire accompagner par un groupe qui ne pense pas peuple, qui ne pense pas développement, qui ne pense pas émergence. Hein, mais avec de très beaux Français. OK?
Ils font rien. Que Dieu ne donne pas tout à la fois. S'il donne l'intelligence pratique, il va vous priver le verbe qui coule. Autrement dit, ceux qui ont le verbe qui coule très bien articulé et tout ça, ne sont pas dotés de l'intelligence pratique. Ça, c'est d'un fait. Le deuxième fait, l'état où nous sommes aujourd'hui au Congo, nous devons nous baser sur l'empirisme. Nous devons nous baser sur les principes qui ont fait que les pays comme la Chine se sont développés, les autres et tout ça, en misant également sur la science et la technologie, en mettant le pays sur ses pieds selon les systèmes traditionnels de l'économie. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, et respecter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand les grands théoriciens de l'économie nous débitent des choses, mais ils nous amènent planer. Ils nous amènent planer. Mais ils ne nous ramènent pas, ils n'amènent pas le pays à s'appuyer sur les secteurs traditionnels, sur les secteurs empiriques. On doit commencer par là. Sans la science et la technologie, on ne fait rien. Mais on a plus l'impression qu'il faut mettre les gens qui vous débitent bien des théories dans la haute finance, dans ceci, il faut voir... Ils ne font rien de pratique. En pratique, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Alors, et ce sont ces gens-là, quand ils se pavantent dans les médias, on dit « Ah, celui-là est intelligent. » D'où vient qu'on a utilisé tous ces gens-là depuis, mais rien n'a changé. Alors, Christopher Nkok, qu'est-ce qui manque à la RDC pour déclencher ces années glorieuses? Qu'est-ce qui manque? L'homme politique? Ou bien la population qui ne correspondent peut-être pas avec le pays? D'abord, notre système politique est vicieux. Je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant, mais on tourne en rond. D'ailleurs, on ne fait rien, on tourne que en rond. Il faut passer par modifier certaines dispositions de la Constitution. Ah, cette question-là qui choque souvent. Oui, ça choque, mais c'est une réalité. On est obligé. Ça a pris un peu, ça a pris un peu du calme. On va s'accrocher à certains principes, mais le pays ne changera pas. Pourquoi? Parce que cette base-là, elle annihile tout. Vous comprenez? Il faut prendre ce courage-là. Il faut le faire. Et de deux, moi je pense que il faut un sursaut de courage. De courage. Ouais. Il faut un sursaut de courage. Patriotique, c'est qui nous dirige ou oui, courage patriotique, courage d'engagement, courage de risque, parce qu'il faut s'y prendre le risque. Parce que si on a peur, on dit si on veut faire ceci, non, tel va se retourner contre nous et tout ça. Il va vous opposer quoi? Les idées. Il faut aseptiser. Parce qu'on ne peut pas composer, les gens pensent que lorsqu'on parle de cohésion nationale, il faut prendre l'eau et le feu, mettre en place, vous produisez quoi? Il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a des inhibiteurs. Des gens à qui on donne les moyens d'État, qui circulent le monde entier, qui ont ça, qui manipulent l'argent, mais qui travaillent contre le pays. Dans ce pays? Oui. Qui travaillent contre les intérêts du pays, il y en a. Qui circulent avec l'argent de l'État. Avec l'argent de l'État. Et qui font le mal à la nation. À la nation. Ils sont là. Et tout le monde le sait. Qui? Les Congolais? Je ne sais pas. Alors, il faut les dénoncer. Non, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais j'ai dit que tout le monde le sait. Il suffit seulement d'ausculter. Il suffit de scanner le microcosme politique. Vous allez constater qu'il y a des gens qui travaillent... Qui roulent pour les ennemis. Qui roulent pour les ennemis. Mais ces gens sont là. Mais on n'a pas le courage de les mettre de côté. Quand on dit cohésion nationale, on ne peut entrer en cohérence que si on est de même nature. Si on porte les mêmes éléments, les éléments d'une même polarité. Effectivement. Sinon,
sera des chocs, on ne peut rien faire pour ce corps qui se trouve être la RDC. Christopher, encore vous allez regarder votre caméra. Un dernier mot surtout à cette population qui est dans la partie est de la République, Goma, Bukavu et les autres territoires, villages qui sont jusqu'aujourd'hui occupés par l'ennemi. Avant de parler à la population, j'aimerais dire ceci. Je suis de près, je suis de très près ce qui se passe à l'Est. J'ai l'impression que, bon, voyons voir avec les dernières nominations au niveau de la chaîne de commandement de l'armée, peut-être la situation va changer. Parce que s'il n'y avait pas les Wazalendo, je crois qu'on ne parlerait même plus, on parlait déjà de la balkanisation depuis longtemps. Pas une armée. Notre armée, l'armée existe, hein, mais complètement infiltrée, démotivée, avec des inhibiteurs dont je parle ici, des gens qui travaillent contre nos intérêts. Et que sais-je encore? Que sais-je encore? Le président doit miser sur ces Wazalendo-là. Il doit leur donner les moyens. Autant qu'on en donne à nos militaires, bien que très souvent ça n'arrive pas, mais il doit trouver des filières pour faire parvenir les moyens nécessaires, le minimum, à ces Wazalendo-là, à ces patriotes-là qui se battent pieds nus, qui n'ont même pas de quoi se couvrir, qui très souvent, quand ils lancent une opération, ils manquent de munitions, ils sont obligés de replier, de se replier. Il faut qu'ils leur donnent les moyens. Il faudrait qu'il y ait parce qu'à un certain moment, les choses ont semblé vaciller. La confiance entre les FARDC et les Wazalendo était soumise à rude épreuve. Il y a eu même des petits affrontements, des escarmouches. Alors, ça, c'est des choses à éviter complètement. C'est des choses à éviter. Au peuple de l'Est, nous sommes, c'est pourquoi vous me voyez, j'ai toujours le brassard rouge ici. Au niveau de la société civile, nous sommes affectés de manière permanente par la situation que vous vivez là-bas. Nous n'allons pas vous abandonner. Et nous pensons que, et nous avons promis, tous ceux qui vous causent ou qui vous ont causé le tort devront payer, et ils doivent payer. Et ils vont payer. On peut parler de contacts, de négociations, tout ce que l'on veut, mais jamais nous n'admettrons qu'on puisse absoudre les gens ou absoudre les crimes. On n'aura pas où mettre ce sang-là. Ces gens-là vont payer. Et nous n'admettrons pas qu'il y ait des négociations avec des criminels, des gens qui vous ont tué, qui dans leur ventre il y a du sang. On n'admettra pas ça. Et vous avez tenu. En tant que Wazalendo, vous avez tenu. Wazalendo, ce n'est pas seulement ceux qui ont des armes. Même vous, la population, main nue qui résistez. Vous êtes des Wazalendo face à l'envahisseur. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, tenez bon. Et sachez que nous, vos frères, qui sommes là où nous sommes, nous ne dormons pas. Nous faisons tout. Nous faisons tout, toute la pression possible pour qu'aucun criminel n'échappe à la peine qu'il doit encourir. Aucun criminel n'échappe. Qu'aucune négociation ne vienne protéger ces gens-là ou leur donner la prime des crimes qu'ils sont en train de commettre. Ça, on n'admettra pas. Merci beaucoup Christopher Ankoy. Je rappelle, vous êtes coordonnateur national de la société civile congolaise et aussi défenseur de droits humains. Merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro avec un nouveau invité. L'essentiel, c'est défendre la République démocratique du Congo, aimer le pays et surtout mettre notre nation, la République démocratique du Congo, à la première place, ce qui fera au moins que même qu'on puisse trouver la cohésion nationale. Merci et au prochain numéro.